La transmission d'entreprise, on va enchaîner justement sur un grand panorama de la fiscalité des entreprises avec Vital Saint-Marc. Et côté notaire, nous accueillerons Dane Bertheuil-Desfosses qui, elle, nous parlera ensuite de la fiscalité du patrimoine. Vital, vous avez la parole, et une tâche pas simple, parce qu'effectivement, il faut synthétiser tout ce qui concerne la fiscalité des entreprises. Vous avez le même temps que tout le monde, mais vous avez un sacré sujet. Voilà, je vous le concède. Allez-y. Donc nous avons deux parties à voir ensemble. D'abord la fiscalité des entreprises, dans laquelle, n'en déplaise à Laurent, il y a aussi des bonnes nouvelles. Et puis le contrôle fiscal, qui lui est rarement annonciateur de cadeaux. Bien. Donc dans la fiscalité d'entreprise, il y a trois parties à voir. Fiscalité de haut de bilan, une autre partie qui porte sur la fiscalité des entreprises et sur les crédits d'impôt, enfin essentiellement les crédits d'impôt, et une troisième partie sur la TVA. Donc le principe sur la déduction des charges financières est assis sur le principe assez connu du revenu imposable, qui lui-même est assis sur le principe du revenu net. Autrement dit, pour qu'une charge soit admise en déduction, il faut qu'elle permette l'acquisition ou la conservation de revenus. Autrement dit, lorsqu'une entreprise dégage un produit imposable, elle peut avoir des charges déductibles, mais si elle dégage aucun produit imposable, il n'y aura aucune charge déductible. Ce principe, fort ancien, avait... disons que les entreprises ont vécu un certain Eldorado fiscal au cours des dernières années, puisqu'en fin de compte, le législateur leur avait permis de déduire des charges financières, alors même que ces charges ne permettaient l'acquisition d'aucun revenu taxable. C'était le cas donc, des dividendes dits des sociétés mères et filiales, et puis donc des plus-values générées pour la cession de titres de participation. Bien sûr, quelques régimes avaient donc interdit la déduction de charges financières, comme par exemple les intérêts servis aux associés, essentiellement personnes physiques, les intérêts excédentaires servis aux entreprises liées, les intérêts de la sous-capitalisation. L'an dernier, on avait vu donc naître donc, un régime de non-déduction des charges financières pour l'acquisition de certains titres de participation, qui est un dispositif plus théorique que pratique, puisqu'il y a peu de cas d'application. Et puis, il y avait le régime de l'amendement Charras, qui est applicable donc aux groupes fiscaux. Mais là, il y a donc un nouveau régime donc, institué par la loi de finances pour 2013 qui interdit ou qui crée une limitation générale de non-déduction des charges financières. Donc toutes les entreprises qui dégageront donc, des charges financières nettes, alors on va voir ce qu'on entend par charges financières nettes, dont le montant sera supérieur à 3 millions d'euros, et qui seront engagées par les entreprises, d'abord soumises à l'IS, seront non déductibles pour un montant égal à 15% donc, de cette assiette constituée par les charges financières nettes, pour tous les exercices clos à compter du 31 décembre 2012, et puis 25% à partir donc, du 1er janvier 2014. Bien sûr, ça ne porte pas sur toutes les entreprises, parce que supporter 3 millions de charges nettes dans une entreprise, ça revient à peu près donc, à un investissement d'environ 50 millions d'euros. Donc ce n'est pas pour les petites entreprises. Ceci étant, c'est quand même un régime qui conduit indirectement à la fiscalisation d'une partie de l'investissement. Alors un point d'attention toutefois, le montant de 3 millions d'euros est une franchise et pas un abattement. Ce qui veut dire que lorsqu'une entreprise va supporter 3,1 millions de charges financières nettes, le montant, donc la base sur laquelle va être calculé le montant des charges non déductibles, c'est bien 3,1 millions d'euros et non pas 100 000 euros. Alors qu'entend-on par charges financières nettes ? Donc tout d'abord, les charges financières nettes sont constituées par l'ensemble des charges financières comptabilisées dans l'entreprise, auxquelles on va rajouter donc, toutes les charges qui correspondent donc, au loyer de crédit-bail, au loyer donc, de location avec option d'achat, pour tout ce qui est investissement immobilier et mobilier, et puis pour toutes les locations de biens mobiliers entre entreprises liées. Alors comment on calcule ces intérêts ? C'est assez simple. On prend le total des charges d'exploitation pour les locations enregistrées et on va retirer à ces charges d'exploitation le montant des amortissements qui sont comptabilisés par le bailleur, ce qui suppose que le bailleur aura transmis donc, au locataire le montant de l'amortissement qu'il aura comptabilisé. Et puis on va retirer également à ces charges financières le montant donc, des produits financiers comptabilisés dans l'entreprise. Et puis, comme dans tous les régimes fiscaux, il y a des éléments qui ne sont pas éligibles. Donc, seront exclus de cette base nette les gains et les pertes enregistrés sur les cessions de valeurs mobilières de placement, les pertes sur les créances rattachées des participations
et tous les intérêts qui correspondent au financement de contrats administratifs. Vous avez un exemple, je crois. Alors, il y a un exemple. Supposons qu'une entreprise ait engagé 4,4 millions d'euros de charges financières, qui se composent d'intérêts d'emprunt pour 2,7 millions d'euros, d'intérêts pour perte de change de 700 000 euros, des pertes sur créances liées, 150 000 euros, des intérêts, des escomptes versés, des intérêts de découvert, 400 000 euros, dont 250 000 euros pour des contrats administratifs, financement de contrats administratifs, et puis des produits financiers pour 200 000 euros. Sur quoi vont porter donc le montant des charges financières nettes? D'abord, le montant total, on va prendre les 4,4 millions d'euros de charges financières, auxquelles on va retirer les charges exclues. Sont exclues dans mon exemple les pertes sur créances liées donc, aux participations, 150 000 euros, et puis les intérêts qui servent à financer les contrats administratifs, 250 000 euros. Donc il y a 400 000 euros de charges exclues. Il reste 4 millions. À ces 4 millions, on va retirer donc, les 200 000 euros de produits financiers. Et il reste donc un montant total de charges nettes de 3,8 millions d'euros. Si l'entreprise clôture son exercice le 30 novembre 2012, le régime n'est pas applicable, toutes les charges financières sont déductibles. Si elle clôture le 31 décembre 2012, dans ces cas-là, on va intégrer 15%, ce qui fait 570 000 euros. Alors, comment ce régime s'articule-t-il avec les autres dispositions dont on a parlé au départ? Bon, bien évidemment, le législateur ne va pas recalculer des charges non déductibles sur une assiette elle-même non déductible. Donc, l'assiette des charges financières nettes va se calculer après prise en compte, d'une part, des intérêts servis aux entreprises liées, d'autre part, des intérêts servis dans le cas du régime de la sous-capitalisation, et enfin, donc des intérêts versés pour l'acquisition de charges de participation. Alors, il y a un exemple. Supposons qu'il y ait une entreprise qui engage 5,1 millions d'euros de charges financières. Parmi ces 5,1 millions de charges financières, elle a versé des intérêts pour la sous-capitalisation de 3 millions d'euros. Bon. Premièrement, les 3 millions d'euros sont des intérêts non déductibles. Donc, les charges financières nettes ne vont porter que sur la différence entre le montant total qui est comptabilisé, 5,1 millions d'euros, et les 3 millions d'euros qu'on a déjà réintégrés, ce qui fait 2,1 millions d'euros. Vous remarquerez que ces 2,1 millions d'euros sont inférieurs à la franchise de 3 millions d'euros. Donc, on pourrait penser que toutes les charges financières sont déductibles. Non, puisqu'en fin de compte, les charges financières totales de l'entreprise étaient supérieures à la franchise de 3 millions. Les charges financières non déductibles porteront sur la base que l'on vient de calculer, 2,1 millions d'euros. Dans les groupes intégrés, comment ça fonctionne? Ça fonctionne exactement de la même manière. On aura simplement à l'esprit que dans les groupes intégrés, toutes les opérations intragroupes s'annulent. Donc, les charges financières nettes vont se calculer dans chacune des entreprises du groupe et ne vont porter que sur les opérations hors groupe, puisque les opérations intragroupes s'annulent. Donc, chaque entreprise va faire le calcul de ses propres charges financières nettes, on va les additionner et on va calculer comme ça la base de réintégration pour le groupe. À noter que la franchise de 3 millions ne s'applique pas société par société, mais uniquement pour le groupe, donc dans la société mère. Autre régime, la loi de finances rectificative deuxième du nom pour 2012 a modifié les règles portant sur la déduction des aides à caractère financier. C'est à mon sens une disposition de bon sens qui tente à redonner aux aides à caractère financier la place qu'elles auraient toujours dû conserver. Car pour être admis en déduction, une aide doit respecter certaines conditions. Une condition de forme, une condition de fond. La condition de forme, c'est que l'aide doit être comptabilisée d'une manière simultanée dans l'entreprise qui la verse et dans l'entreprise qui en bénéficie. Pour être comptabilisé de manière simultanée, il faut s'appuyer sur un acte. Donc, il doit y avoir un acte qui permette cet enregistrement simultané. Condition de fond, il faut que l'entreprise qui accorde l'aide, et quelle que soit l'aide, que l'aide soit qualifiée d'aide à caractère commercial ou financier, et quelle que soit sa nature, qu'il s'agisse d'une subvention, d'un abandon de créance, d'une renonciation aux recettes, peu importe. Dès lors que l'on accorde une aide, il faut que cette aide entraîne une contrepartie. Dans cette contrepartie, ce sera soit la recherche de la sauvegarde ou du développement d'un volant d'affaires, et là on qualifiera l'aide d'aide à caractère commercial, soit ce sera la recherche de la sauvegarde de la valeur des titres de participation, et dans ces conditions, on qualifiera l'aide d'aide à caractère financier. Mais dans tous les cas, cette contrepartie doit se traduire par une perte, et non pas par un investissement.
Donc la loi nouvelle redéfinit simplement ce que l'on entendra par entreprise en difficulté envers lesquelles une société mère peut réaliser une aide à caractère financier. Dorénavant, pour la loi, une entreprise est en difficulté, soit parce que donc on a conclu donc une procédure de conciliation qui sera homologuée ou non par le juge, soit parce que l'entreprise sera placée sous une procédure de sauvegarde, en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. Et toutes les aides donc, sont concernées par ces dispositions-là, toutes les aides à caractère financier. Bien évidemment, la loi ne touche absolument pas le régime de déduction des aides à caractère commercial. Et quelles sont les conséquences alors? Alors les conséquences, eh bien, à l'exclusion donc, des aides accordées aux entreprises en difficulté, seules les aides à caractère commercial sont admises en déduction. Je vous rappelle que si l'aide n'est pas obligatoirement déductible dans la société qui la consent, elle est obligatoirement imposable chez celle qui la reçoit. Donc si on doit accorder donc, une aide à caractère financier, alors même que cette aide n'est pas admise en déduction, on va s'abstenir de le faire. Et donc cette loi tente à favoriser plutôt l'augmentation de capital des sociétés qui ne sont pas réellement en difficulté mais qui sont sous-capitalisées, plutôt que l'aide à caractère financier. Et va poindre maintenant donc un litige qu'on ne connaissait pas trop avec l'administration fiscale, c'est celui de la qualification de l'aide. Puisque dans un groupe, si on réalise bien souvent des aides à caractère financier, on peut également réaliser des aides à caractère commercial. Ce n'est pas parce que j'ai une filiale que je ne l'aide pas pour sauvegarder un volant d'affaires, pour développer mon volant d'affaires. Or, l'administration elle sera souvent encline à considérer que l'aide effectuée dans un groupe aura un caractère financier, alors que la société mère pourra considérer que l'aide est à caractère commercial. Et à n'en pas douter, donc va naître un nouveau contentieux avec l'administration. Et dernière conséquence, c'est la provision sur les créances donc, rattachées à des participations. Dans un groupe, lorsque la société mère donc, a une créance sur sa filiale et qu'elle provisionne la créance, jusqu'à présent, la créance avait de fortes chances d'être déductible. Pourquoi? Parce qu'elle devait, le jour où je la passerai en perte, se matérialiser par un abandon à caractère financier qui avait de fortes chances d'être admis en déduction. Ce n'est plus le cas maintenant. Donc lorsque on va passer une provision sur une créance, eh bien, cette provision, si elle peut être qualifiée de provision en caractère financier, sera non déductible. On enchaîne après sur le troisième point, sur le report des déficits. Alors le report des déficits, c'est relativement simple. La loi a été modifiée l'an dernier sur tout ce qui concerne les reports de déficit en avant. Et donc le déficit ne peut s'imputer que sur un bénéfice qui comprend une part fixe qui est au maximum égale à 1 million d'euros et puis une part variable qui était égale jusqu'à présent à 60% de l'excédent de la d'1 million d'euros. Bon, ben les 60% sont limités maintenant à 50%. Le point suivant est la cession des titres de participation. Alors les titres de participation. Donc la première des choses qu'on peut remarquer, c'est que le régime, bien qu'il soit fort décrié par certains, est maintenu. Donc toutes les plus-values nettes, toutes les plus-values réalisées sur la cession des titres de participation ne sont pas imposables. En contrepartie, les moins-values ne sont pas déductibles. Alors qu'est-ce qui change dans le régime? Ce qui change, c'est le calcul de la quote-part de frais et charges qui correspond donc aux charges non déductibles. Jusqu'à présent, la quote-part était égale à 10% du montant de la plus-value nette. En ce sens, la plus-value réalisée sur certains titres, diminuée des moins-values réalisées sur d'autres titres. À partir pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012, le taux de quote-part passe de 10 à 12%. Et l'assiette sur laquelle porte ce taux de quote-part n'est plus égale à la plus-value nette réalisée par l'entreprise, mais à la plus-value, sous réserve que cette plus-value soit supérieure aux moins-values réalisées sur d'autres titres. Autrement dit, si la société dégage une plus-value nette dans l'exercice, elle va calculer une quote-part de frais et charges uniquement sur les plus-values, mais si elle réalise une moins-value nette dans l'exercice, elle ne calculera pas de quote-part de frais et charges. Donc il y a un exemple. Voilà. Supposons qu'une entreprise cède des titres de participation A et dégage une plus-value de 1200. Elle cède également des titres de participation B en dégageant une moins-value de 900. Elle a donc réalisé une plus-value nette sur les cessions de titres de participation de 300. Le montant de 300 est exonéré de l'imposition sur les sociétés. La quote-part de frais et charges, elle porte sur quoi? L'an dernier, avant l'application de ce régime, elle était égale à 10% des 300 000.
le nouveau régime, la quote-part est égale à 12%, mais non pas des 300 000. L'entreprise ayant réalisé une plus-value nette, les 12% vont porter sur le montant total des plus-values, c'est-à-dire 1200. Donc on passe d'un taux de 30 à un taux de 144. Deuxième exemple, la société réalise une plus-value de 800, mais une moins-value sur d'autres titres de 900. Donc elle a réalisé au titre de l'exercice une moins-value nette de 100. Cette moins-value nette n'est pas imposable. Sur quoi porte la quote-part de frais et charges? Sur rien du tout. La plus-value sur titre de participation étant inférieure à la moins-value dégagée sur d'autres titres de participation, il n'y a pas de quote-part. Vous remarquerez simplement que lorsqu'une entreprise réalise une plus-value sur les titres A de 1000 et une moins-value sur les titres B de 999, elle a donc réalisé une plus-value nette de 1. Dans ces cas-là, la quote-part de frais et charges sera égale à 12%, mais du montant total de la plus-value, c'est-à-dire des 1000. Donc autrement dit, on peut avoir des quote-parts de frais et charges dont le montant est supérieur aux plus-values nettes donc réalisées dans un exercice. Il va falloir optimiser, effectivement. Le point suivant est le transfert du siège de l'entreprise à l'étranger. Alors, transfert de siège à l'étranger. Donc, voilà donc une mesure qui est plus favorable aux entreprises, mais c'est simplement donc que la mise en conformité du Code général des impôts avec le droit de l'Union européenne. Jusqu'à présent, lorsqu'une entreprise donc, transférait son siège, que ce soit en Union européenne ou hors Union européenne, elle était taxable immédiatement sur les bénéfices réalisés, sur les plus-values en sursis et sur les plus-values latentes. Le régime nouveau. Donc, comme c'est une mise en conformité donc, du Code général des impôts avec le droit de l'Union européenne, les transferts dont il s'agit ne porteront que sur certains pays de l'espace économique européen, c'est-à-dire l'Union européenne, l'Islande et la Norvège. Dans ces cas-là, les entreprises ont le choix, une option, soit qui ne porte uniquement que sur l'imposition des plus-values, soit l'imposition immédiate comme avant des plus-values, soit l'étalement donc, de l'imposition des plus-values sur 5 exercices. Étalement auquel il sera mis fin, soit lorsque l'entreprise transférée aura été dissoute, soit lorsque les biens donc, transférés auront été cédés, soit lorsque l'entreprise qui a été transférée, par exemple en Belgique, aurait été retransférée dans un pays qui ne fait pas partie donc, des dispositions, par exemple en Suisse, ou alors tout simplement quand les entreprises n'auront pas respecté donc, les échéances d'étalement. Dernier régime, là aussi, mise en conformité donc, du Code général des impôts avec le droit européen, porte sur les augmentations de capital réalisées à partir de créances dont la valeur a été décotée. Alors, je vous l'expliquer avec un exemple. Supposons qu'une entreprise donc, achète pour 100 une créance qui avait une valeur nominale de 1000 et qu'elle apporte cette créance au capital de la société débitrice. Donc elle va immédiatement donc, enregistrer des titres de participation pour une valeur non pas de 100, une valeur auquel elle a acheté la créance, mais pour 1000, valeur nominale de la créance. Si besoin, si cette participation a une valeur supérieure à la valeur réelle des titres, elle va déprécier la participation. Que se passe-t-il en comptabilité? En comptabilité, elle va enregistrer un profit de 900, différence entre valeur d'achat de la créance et la valeur nominale. Et puis, elle va enregistrer donc une dépréciation. Le profit sera immédiatement imposable en fiscalité et la provision pour dépréciation ne l'était pas s'il s'agissait de titre de participation. Donc, quel est le régime nouveau? Eh bien, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012, donc le profit imposable en fiscalité ne sera plus la différence entre la valeur achetée de la créance et sa valeur nominale, mais la différence entre donc, la valeur réelle des titres et la valeur nominale. Dans l'exemple, j'ai dit que j'avais acheté 100, une créance qui valait 1000 en valeur nominale. Supposons que la valeur réelle des titres soit de 300. Le profit imposable, c'est la différence entre cette valeur réelle 300 et la valeur auquel j'ai acheté donc, la créance de 100. Je vais laisser la parole à Diane. Qui va nous parler entre autres du fameux crédit d'impôt compétitivité emploi et du crédit d'impôt recherche, mais pas que. Je ne vais pas parler de tous les crédits d'impôt, je ne parle que des crédits d'impôt favorables, bienveillants de cette année. Le crédit d'impôt, d'abord donc du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Donc c'est un nouveau crédit d'impôt qui entre en vigueur au 1er janvier 2013 et qui a pour assiette toutes les rémunérations, salaires, indemnités et autres versées dans l'entreprise, versées au cours de l'année civile
et qui n'excède pas 2,5 fois le SMIC. Donc là, tout de suite, vous devez être alerté par l'effet de seuil. Si dans une entreprise, il y a des salaires qui dépassent cette somme, ils ne seront pas pris en compte pour le montant du calcul du crédit d'impôt. Et donc, ces salaires, c'est tels qu'ils sont régulièrement déclarés aux organismes de sécurité sociale. Les bonnes nouvelles, c'est que ça s'applique à toutes les entreprises et que le taux du crédit d'impôt est de 4% pour les rémunérations versées en 2013 et de 6% pour les années suivantes. Alors, l'utilisation est très large puisque ce crédit d'impôt peut s'utiliser pour tout ce qui est formation, tout ce qui est dans l'entreprise, excepté la rémunération directe du dirigeant. Ça peut aussi financer des hausses de salaire. Donc, si je comprends bien, c'est une mesure donc, qui est favorable aux entreprises et dont on peut féliciter l'arrivée. Cependant, elle risque de pâtir de problèmes de conception ou de problèmes de jeunesse. Donc, un problème de conception économique, parce que, comme Diane vous l'a dit, il ne vous a pas échappé qu'il y avait un effet de seuil qui était assez terrible, puisque le crédit d'impôt donc, porte sur tous les salaires qui n'excèdent pas 2,5 fois le SMIC. Donc, supposons que j'augmente mon salarié, parce que c'est une des utilisations possibles, l'augmentation des salaires, et que le salarié donc, a un salaire qui passe à 2,51 fois le SMIC, dans ces cas-là, je passe d'un crédit d'impôt d'environ 1 700 € par salarié à zéro. Donc, entre le tout ou rien, donc, on aurait peut-être pu espérer donc, une dégressivité, peut-être calquée sur les règles de Fillon, par exemple, qu'on a connues. Ça aurait peut-être été plus favorable. Et deuxième problème, c'est un problème plutôt juridique, c'est en fait l'utilisation que l'on veut faire des crédits d'impôt. Donc, le législateur voudrait que le crédit d'impôt ait une contrepartie. La contrepartie, donc, c'est l'utilisation que l'on va en faire. Alors déjà, il y a un problème qui se pose, c'est que le crédit d'impôt s'impute sur l'impôt. Donc, autrement dit, se calcule en fin d'exercice. Or, normalement, j'ai dû faire des utilisations au cours de l'exercice. Donc, est-ce qu'on me demande donc l'utilisation que je fais du crédit d'impôt a posteriori ou l'utilisation que je vais faire du crédit d'impôt pour l'exercice suivant? Pas très clair. Surtout qu'on nous demande donc de retracer l'utilisation que l'on fait du crédit d'impôt dans les comptes sociaux, comptes annuels. Alors, chacun sait que les comptes annuels, ça ne sert pas tellement à ça. Ça ne sert pas donc à enregistrer ou suivre un produit, d'autant que ce produit est enregistré donc en moins de l'impôt. Donc voilà quelques difficultés qu'on aurait peut-être pu lever simplement en proposant donc de suivre dans la déclaration de crédit d'impôt l'affectation que l'on entendait faire de ce crédit d'impôt. Ça aurait été plus simple que de demander de le suivre en comptabilité. Alors, moins médiatiser le crédit d'impôt cinéma, il faut qu'on accélère un peu le pas, chers amis. Voilà, donc il y a un renforcement des crédits d'impôt cinéma. Alors d'abord, pour la production d'œuvres phonographiques, le taux du crédit d'impôt est porté de 20 à 30%. Pour les PME, le plafond est uniformisé à 600 000 €. Pour la production de films également, il y a une extension des dépenses éligibles et le plafond est porté de 1 à 4 millions d'euros. Et pour les productions étrangères faites en France, c'est la même chose. Le plafond est porté à 10 millions d'euros. Voilà. Ensuite, le crédit d'impôt recherche. Alors, crédit d'impôt recherche, il y a trois mesures. Assez rapidement, il y a une mesure qu'il faut vraiment saluer, donc c'est la modification du régime du rescrit. Jusqu'à présent, lorsqu'une entreprise voulait sécuriser son crédit d'impôt, elle devait faire une procédure de rescrit avant même d'avoir engagé des dépenses de recherche. Donc ça ne marchait jamais. Là, on peut féliciter donc, le législateur qui autorise les entreprises qui ont déjà engagé des dépenses de recherche à réaliser une procédure de rescrit pour sécuriser leur crédit d'impôt recherche. On demande simplement donc, que l'entreprise dépose la demande de rescrit 6 mois au moins avant la date à laquelle elle va déposer donc, la demande de crédit d'impôt. Comme la demande de crédit d'impôt se dépose en même temps que l'alias fiscal, si en fin de compte une entreprise clôture son exercice le 31 décembre, alors ce sera 2013, donc elle déposera donc sa alias fiscale à peu près aux alentours de fin mai donc 2014, il suffit qu'elle fasse une demande de rescrit avant la fin du mois de novembre de l'année 2014. Donc, mesure salutaire. Deuxième disposition. Je suis désolé, mais je vous contrains à accélérer, oui. Parce qu'ensuite on a la TVA. Deuxième disposition. Les taux spécifiques de crédit d'impôt pour les entreprises qui n'en avaient pas bénéficié depuis 5 ans. Elles pouvaient bénéficier d'un taux de 40% la première année, de 35% la deuxième année. Ce régime est purement et simplement annulé avec effet immédiat, c'est-à-dire que toutes les entreprises qui avaient bénéficié d'un taux de 40% en 2011 ne bénéficieront pas du taux de faveur de 35% cette année. Ensuite, dernièrement, donc, création d'un nouveau crédit d'impôt recherche, qui est le crédit d'impôt innovation. Ce crédit d'impôt
ne touche que les entreprises PME au sens de la législation européenne. Les autres entreprises en étant exclues. Donc c'est un crédit d'impôt dont la base des dépenses est plafonnée à 400 000 € et dont le taux est de 20%, comparativement au taux de crédit d'impôt recherche qui est de 30%. Les dépenses d'innovation, pour le législateur, englobent les dépenses de recherche et développement. C'est-à-dire que le crédit d'impôt recherche fait partie, si on peut dire, donc, du crédit d'impôt innovation. Tout au moins, les dépenses de recherche font partie des dépenses d'innovation. La seule problématique qu'il y a là-dessus, c'est que cette dépense d'innovation porte sur tout ce qui est conception de prototypes de nouveaux produits et d'installation pilote de nouveaux produits. Or, ce sont donc les prototypes, les nouveaux produits et les installations pilotes, des définitions qui ont déjà été utilisées pour les dépenses de recherche. Donc, il risque d'y avoir donc, une confusion donc, dans les entreprises entre ce qui est affectable à l'innovation, ce qui est affectable à la recherche. L'entreprise considérant souvent a priori que ce sera des dépenses donc, de recherche avec un taux de crédit d'impôt de 30%, quand l'administration considérera plutôt qu'il s'agit de dépenses d'innovation avec un taux de 20%. Oui, il y a là un flou qu'il va falloir effectivement lever à l'usage. Allez, Philippe, termine en beauté, essayez alors, de nous faire la TVA en 3 minutes. Donc, modification des règles de facturation. Alors, pour pouvoir émettre une facture, il y a certaines exigences qui sont posées par le législateur, notamment donc, pouvoir justifier de l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de la facture. Lorsqu'on émet des factures, donc, notamment par voie électronique, lorsqu'on émettra des factures, ces exigences seront respectées, soit si on émet la facture sous forme électronique. Si on l'émet sous forme papier, c'est là le petit problème, c'est qu'il faudra que l'entreprise puisse justifier d'une piste d'audit comptable qui permettra de retracer donc, la vente et la prestation jusqu'à donc, la facturation. Sinon, l'entreprise donc, peut réaliser donc, des factures sous format de signature électronique ou de messages structurés. Enfin, pour la TVA, pour le financement donc, du crédit d'impôt croissance et emploi, donc, en 2014, le législateur va augmenter à partir du 1er janvier 2014 les taux de TVA. Donc, vous savez que le taux normal passe de 19,6 à 20% pour 2,6 milliards de recettes attendues. Le relèvement du taux intermédiaire qui passera de 7 à 10% pour 3,3 milliards de recettes attendues. Et puis l'abaissement du taux réduit de 5,5 à 5% pour un coût de 0,9 milliards. À mon avis, qu'on ne verra pas parce que je pense que sur les produits, ça doit avoir un effet unitaire d'environ 1 à 2 centimes. Oui, c'est ce qu'on appelle le pouillem. Voilà, vraiment le pouillem. Relèvement du taux en Corse. Pour finir, donc, quelques nouvelles sur le contrôle fiscal. Vérification de comptabilité sous forme dématérialisée. Alors sachez qu'à partir du, c'est pas pour tout de suite, mais l'an prochain, 1er janvier 2014, obligation de présenter la comptabilité informatisée sous forme dématérialisée. Les grands livres papier, vous pourrez les montrer, mais l'administration sera en droit d'exiger donc une comptabilité dématérialisée. Pour celui qui ne la donne pas, pénalité de 5 pour 1000 du chiffre d'affaires déclaré ou redressé, si c'est plus favorable, avec un minimum de 1 500 €. Oui, la démat, c'est maintenant. Voilà. Oui. Avoirs détenus à l'étranger, l'administration a la possibilité de faire des demandes de renseignements lorsqu'elle pense qu'il y a des avoirs détenus à l'étranger. Si on s'abstient de répondre, l'administration sera en droit de considérer qu'il s'agit donc de donations à titre gratuit, soumis donc au droit d'enregistrement de 60%. Modernisation de la procédure de perquisition. Donc la procédure est modifiée, améliorée, pour que l'administration puisse accéder aux documents stockés sous format informatique. Et enfin, allongement des délais de prescription. Donc, droit d'enregistrement ISF, les délais sont portés à 10 ans. C'est harmonisation avec les règles applicables en matière d'imposition sur le revenu. Lorsque l'on réalise une omission ou une insuffisance qui est découverte dans le cadre d'une réclamation contentieuse ou lors d'une instance, donc c'est une mesure qui existait déjà depuis fort longtemps, mais uniquement pour l'imposition sur les sociétés et l'imposition sur le revenu, l'administration a le droit d'engager des poursuites jusqu'à la fin de l'année suivant celle au cours qui a clôturé l'instance, ou au plus tard jusqu'à la 10e année suivant celle au titre de laquelle l'imposition était due. Cette mesure est maintenant ouverte à toutes les impositions, donc y compris par exemple la TVA. Il l'a fait. Délai de 3 ans. Voilà. Il l'a fait. La TVA version 2013 en moins de 3 minutes. Voilà. Le respect, mon cher Vital. Merci beaucoup.